Il y avait une keynote ce soir du côté de chez Apple, keynote d'ouverture du WWDC 2015, une keynote particulièrement longue. On est un petit peu fatigué, il faut le reconnaître. On est trois à avoir suivi cette keynote ce soir. Il y a d'un côté notre ami David. Bonjour David. Salut. Et puis de l'autre côté, il y a Sébastien. Salut. On a suivi cette keynote de 19h à passé 21h. Je pense qu'ils étaient encore en train de jouer quand on a lâché la présentation. On va vous faire le débrief, comme on a l'habitude de le faire, de cette présentation Apple, même si on le sait tous. C'est des présentations d'ouverture de cette grand-messe du développement des développeurs de chez Apple. C'est plutôt ardu, c'est rarement hardware. Par contre, c'est souvent software. Et donc, du coup, c'est un petit peu moins impressionnant. Il faut bien le reconnaître. On commence avec, on va suivre dans l'ordre, les péripéties de la présentation, avec l'arrivée de Steve Cook sur scène, bien entendu. Pour une fois, on n'a pas eu cette litanie de chiffres qu'on a l'habitude de l'avoir en ouverture de keynote. On est rentré directement dans le vif du sujet avec OS X. Qui commence? Qui s'y met? Je voulais juste dire que c'était pas Steve Cook, mais c'était Tim. Mais le lapsus, c'était beau. C'est un fameux lapsus, effectivement. C'était Tim Cook et non pas... Voilà. Ça m'apprendra. C'est peut-être un regret en même temps qu'il en reste un petit quelque chose. On commence avec David peut-être pour parler... parler de la keynote et en particulier donc d'OS X qui évolue. Oui. Et donc le petit nouveau qui est prévu donc très rapidement puisque il s'appelle, donc on va reprendre d'abord son nom, il s'appelle El Capitan. Ouais. Donc c'est pas une blague, c'est son vrai nom, donc il faudra commander un Mac OS X El Capitan. C'est un peu particulier. Il est en bêta développeur directement disponible entre guillemets dès ce soir, avec une bêta publique qui sera prévue pour juillet et un lancement officiel pour la rentrée. C'est un OS cette évolution, elle est vraiment basée sur tout ce qui est performance. Donc, il y aura rien de révolutionnaire. Ce qu'on peut souligner, c'est que Spotlight, donc le système en haut à droite, la petite loupe sera un peu plus puissant, et donc on pourra faire plus de recherches qui va aller plus en profondeur, donc nous donner des meilleurs résultats. Dans les évolutions toutes bêtes, si vous perdez votre souris sur votre écran 5K, il suffira d'agiter votre trackpad pour que la souris s'agrandisse pour que vous puissiez la repérer. Donc c'est un peu le problème des grands écrans. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ou des écrans multiples, ça peut aider aussi. Ouais. Des nouvelles gestures qui vont être disponibles pour le trackpad. De nouveau, c'est pas génial, c'est pas fantastique. On va pouvoir, il y a des updates au niveau de Safari, donc c'est vraiment toutes des updates mineurs jusqu'au moment où, juste pour Spotlight où on va un peu plus loin, on sent que Spotlight s'inspire un petit peu de Siri, l'univers OS X continue à s'inspirer de l'univers iOS, et donc voilà, on a un petit peu d'évolution par là, mais il n'y a rien de transcendant. Moi, ce qui m'a amusé par contre, c'est l'outil Notes. Donc l'outil qui est prévu pour prendre des prises de notes, qui lui évolue, qui permettra d'accrocher plus facilement des photos, de pouvoir mettre des maps, donc pas des Google Maps mais des Apple Maps dans les notes. Spotlight sera capable d'aller rechercher des informations dans les notes et on va pouvoir dessiner dans les notes, ce qui n'était pas possible. Voilà, c'est quelques évolutions mineures. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Ils ont présenté un système de gestion côte à côte de fenêtres. Oui. On en reparlera quand on attaquera iOS. C'est ça. C'est ce que j'allais dire parce que là on attaque déjà sur iOS en fait. Non. Il y a un nouveau système de gestion dans macOS aussi. D'accord. Dans OS X, de fenêtres plus intelligentes. Donc elles se redimensionnent les unes par rapport aux autres. Donc on ne doit plus passer notre temps à redimensionner plusieurs fois les fenêtres. C'est un peu plus dynamique, quoi. D'accord. Mais donc voilà, en gros, c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Il y avait quand même Metal Formac, ce moteur graphique qui s'ajoute en quelque sorte. Ça aussi, c'était un des points, on va dire,
pas essentiel, mais important de la présentation. On peut en dire c'est la gestion des performances, quoi. Donc, ils annoncent de nouveau des chiffres. Bon, donc effectivement, pour les développeurs, c'est hyper important. Pour l'utilisateur, pour les gamers aussi. Voilà, on va leur dire oui, ça va encore aller plus vite sur la même machine. Et c'est vrai, non. Et c'est vrai qu'il y a quand même toute une évolution au niveau du rendu des jeux, avec des studios de jeux qui s'allient à cette technologie. Il y a eu pas mal de démos, ça a l'air de bien marcher. Donc, tant mieux si ça nous permet à nous, maquistes, d'avoir plus de jeux disponibles et des jeux qui ne demandent pas des machines encore plus puissantes que nos Mac. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là-dedans, il y a quand même quelques beaux noms, puisqu'il y a Touquet, pour ceux qui sont fans de sport. C'est un gros éditeur de simulation sportive. Il y a Blizzard. Ouais. Donc non, il y a quelques bonnes nouvelles par rapport à tout ça, mais c'est pas aussi révolutionnaire. Il n'y a pas de changement stylistique. Donc pour le tout un chacun, je suis pas sûr que l'update sera considéré comme une update majeure. Je voyais des gestes du côté de chez Sébastien. Oui, il y en a. Au niveau de Metal, ça va un petit peu plus loin que juste 3 frames par seconde en plus sur ton jeu favori. Parce que honnêtement, je suis pas un gamer, donc je m'en fous d'avoir 3 frames par seconde en plus sur mon jeu. Qui d'ailleurs, les démos qu'ils faisaient du jeu... je sais pas de quelle planète ils viennent, mais je suis pas un gamer, mais j'ai déjà vu des images et des trucs beaucoup plus jolis que ce qu'ils présentaient sur leur moteur de rendu. Donc admettons, là j'étais quand même pas bluffé. Ce qui était intéressant là-dessus, c'est que effectivement ils ont réussi de leur côté, on n'a pas tous les détails techniques, mais à réduire l'utilisation du CPU et à augmenter en même temps les performances, et pas que seulement sur les jeux vidéo. Donc ils ont réduit l'utilisation de la batterie, et ils ont un partenariat avec Adobe qui est très content de présenter ces nouveautés là-dessus, et qui permet d'augmenter de manière très 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 significative les performances de tous les produits Adobe sur Mac OS X. D'ailleurs, dans la liste des sociétés, on va dire, qui sont joints à cette évolution, on retrouve Autodesk, par exemple, qui propose des programmes d'édition vidéo, entre autres choses, et des moteurs 3D, des choses ainsi. Donc, c'est pas que pour du jeu vidéo, c'est pour de la simulation aussi, on l'imagine, pour d'autres éléments. Oui, par contre... Pour le reste, sur OS X, j'avais quand même l'impression, et ça c'est sur la globalité, d'écouter la Google I.O., de voir des nouveautés sur Chrome alors qu'ils ont appelé ça Safari, de faire un pin sur une tab, etc. J'avais un peu l'impression d'une révolution d'il y a 2 ans sur d'autres OS. Donc OS X a quelques nouveautés sympathiques, mais une majorité de nouveautés qui étaient déjà connues sur d'autres systèmes. Donc, ce qui est un petit peu, je serais tenté de dire, rébarbatif lors de ce genre de présentation, ce sont les applaudissements à tout va sur des annonces qui sont en fait des choses qui existent déjà d'une manière ou d'une autre, comme tu le disais chez Google. C'est le courant, quoi. C'est très sur Firefox, sur Chrome, on peut faire un pin de table depuis, je vais pas dire des années, mais quand même vachement longtemps. Donc, qu'on applaudisse sur ça, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va... Dans 2 minutes, on va nous apprendre que c'est nouveau le copier-coller. Et putain, et c'est vrai, ils nous ont refait le coup de c'est nouveau le copier-coller, mais sur iOS. iOS, justement, on en parle, d'iOS, avec... moi, ce que j'ai retenu, c'est la grande ligne, c'est Siri devient de plus en plus intelligent. Je résume très fort, évidemment. Sébastien Siri commence à devenir un petit Google No. Oui. Alors, je suis désolé. C'est un peu ça, j'ai eu cette impression. C'est la première heure de présentation, et j'étais en train de ronfler dans mon canapé. Effectivement, on annonce des nouveautés sur Siri qui va pouvoir te dire que tu dois partir pour ton rendez-vous parce que tu vas être en retard. Je dis, mais ça fait presque 2 ans, je pense que mon Android me le fait. S'il y a du monde sur la route, s'il y a des choses ainsi, aller dans son agenda, voir si on a un rendez-vous après, avant. En fait, c'est une méga révolution. Alors effectivement, du contextuel, que Siri puisse t'enregistrer un event à partir du moment où t'as reçu un mail pour te faire un rappel pour le barbecue. Toutes ces nouveautés ont été annoncées par Google sur le Google I.O. il y a moins d'1 mois, ou sont déjà incorporées dans l'OS. Par contre,
Attends, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait pas mal d'autres trucs hein, sur iOS 9. Heureusement, ça ne s'est pas limité qu'à ça. Non, bien sûr. On se disait d'ailleurs, on va pas faire un numéro parce que si les mecs ils s'arrêtent à ça, on va se faire chier. On va d'ailleurs parler des autres éléments. David avait un truc à rajouter. Ouais, moi je voulais quand même dire, Seb l'a dit très justement, effectivement, il y a moins d'un mois, Google annonçait grosso modo la même chose. On en revient au fameux écosystème dont on parle depuis très longtemps. Il faut pas, c'est clair que Microsoft, Google, Apple, ils vont pas nous offrir des révolutions tous les mois. Simplement, ils s'alignent les uns par rapport aux autres, mais le développement qui est derrière pour arriver à ces produits finis a été lancé en même temps. Et donc voilà, il faut pas se bloquer non plus que sur une date. Si on a pu trouver des choses intéressantes chez Google, on peut les trouver intéressantes chez Apple aussi. C'est pas parce que quelqu'un d'autre nous l'a proposé il y a un mois que l'idée, l'intérêt, la facilité disparaît pour autant. C'est vraiment des écosystèmes qui se battent, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors, je suis désolé de te faire une conférence pour t'annoncer un pin de table. Tu n'annonces pas ça pendant 5 minutes. Tu dis juste, nous aussi, on supporte le pin de table. Et tu te concentres. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça a été super long et fastidieux. Voilà. C'était tiré en longueur. On est tous bien d'accord. Je l'avais dit en intro, hein, mais on est tous bien d'accord pour dire que c'était vraiment tiré. Et certains détails, on se demande pourquoi il le tirait tellement en longueur. Voilà, c'est dit. Ça, c'est clair. On revient aux différents éléments. Il y avait aussi le côté anonyme de l'utilisation de Siri qui a été mis en avant en quelque part en conclusion de cette partie-là de la présentation. Mais une fois de plus, tout le monde le dit, ça. C'est un argument, mais tout le monde l'a déjà dit. Non ? Ouais, ok, super. Bon. Ouais, enfin, c'est un vrai un faux argument parce que après, pour que Siri il puisse réellement être intelligent pour te proposer quelque chose, ils n'ont pas le choix pour que ce ne soit pas anonyme. Donc, ils annoncent que ce ne sera pas vendu à des tiers. Ok, c'est pas vendu à des tiers. Ils disent que ce n'est pas associé à l'Apple ID, par exemple. Ouais, mais bon, faut pas être... faut pas se voiler la face, quoi. Ils ont besoin de tes informations pour te proposer un service intéressant. De la même manière qu'ils ont annoncé sur le keyboard. J'ai failli m'étrangler en regardant ça. Et d'ailleurs, c'est d'un moche. Tu as le nouveau keyboard avec le fait d'avoir déjà des suggestions dessus. Ok, c'est super, c'est des suggestions. J'ai jamais vu ça. C'est une putain de révolution. Et puis, ces gars, ils ont osé rajouter un bouton copier-coller et un truc pour prendre une photo à gauche et à droite de ces suggestions. C'est d'un moche. Je sais pas ce que tu as vu. Et, non, j'ai pas vu ça. C'est génial. Ils ont fait un bouton pour faire un copier-coller directement à partir du clavier. Waouh! Et le mec en a quand même parlé pendant 2 ou 3 minutes. Ouais. Alors ça, c'était un truc moisi. Et à côté de ça, il y avait une autre chose sur ce clavier qui, elle, était géniale. C'est qu'à partir du moment où tu mettais 2 doigts sur le clavier, tu transformes ton clavier en trackpad. Sur l'iPad. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et ça n'existait pas ailleurs. Donc, c'est dommage qu'ils aient pas mis le focus sur ces nouveautés. Enfin, peut-être que ça existe ailleurs, mais moi, j'ai pas ce genre de truc sur mon Android, en tout cas. Non, moi non plus. Et j'ai eu ce sentiment-là aussi, c'est que le focus de temps en temps, et on se répète peut-être là, mais c'est vrai, était mis sur des choses qui semblent relativement banales et que tout d'un coup, on survolait des choses beaucoup plus importantes. On pourra reparler, par exemple, de HomeKit un petit peu plus tard. Ils ont pris beaucoup de temps, par exemple, pour parler de Apple Pay. Alors nous, ça nous intéresse moins parce qu'on est moins impacté. Apple Pay qui débarque en Europe, mais uniquement en Angleterre. Avec 250 000 points. Mais avant Apple Pay, il y a quand même encore 2-3 autres trucs très importants sur iOS. C'est l'arrivée du multitâche. Alors bon, il y avait déjà du multitâche, soit dit en passant. Mais ici, maintenant, on peut voir 2 applications en même temps. Et ça, honnêtement, c'est la nouveauté d'iOS. Tu prends un petit peu d'avance parce que moi, je suis vraiment dans le fil de la keynote. Mais non, parce que l'Apple Pay, ils l'ont ressorti après. Non. C'est Apple Pay et puis ensuite Map. T'es endormi, Seb. Il s'est endormi. Donc, mais on va y revenir dans un instant, c'est pas grave. Raconte n'importe nawak. Donc on va y revenir, il n'y a pas de souci. Apple Pay, donc on l'a dit, en Grande-Bretagne, voilà, 250 000 points, machin. On va pouvoir payer le bus avec Apple Pay, ça va être génial. Nous, pas chez nous. Voilà, c'est une révolution. Ensuite, ils ont attaqué avec Maps. J'accélère un petit peu parce qu'on va pas faire aussi long qu'eux, hein, ça va pas être possible. Et ils ont amélioré... Ah non, ils ont amélioré le transit. Ça n'a rien à voir. C'est l'application Transit. Ils ont amélioré le transit. Ils ont amélioré le transit.
Mais donc on en parlait lors du précédent numéro justement de Google Transit. Apple a aussi du Transit. Voilà. Et donc c'est exactement le même principe. Et donc rappelons-le rapidement, c'est l'horaire de bus en temps réel. C'est que le plan va intégrer des données de transport en commun et une gestion des horaires pour les transports en commun. On y reviendra lors de du prochain enregistrement aussi, parce que ça a amené pas mal de débats. Donc voilà, donc on en reparlera encore un petit peu fin de semaine. Sûrement. Maintenant, de nouveau, c'est que pour quelques grandes villes, 300 villes, donc New York, San Francisco, Berlin, Londres, et 300 villes en Chine. D'accord. Super. Donc pour nous, ça change strictement rien. Ça ne change rien un peu de notre vie de tous les jours, malheureusement, peut-être un jour, mais ça n'a pas l'air d'être sûr du tout. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de venir voir chez nous comment fonctionne la STIB ou la SNCB, par exemple. Le petit point qui est rigolo, par contre, c'est qu'ils font de l'autopromotion dans leurs applications, puisque dans Plan, maintenant, on aura une indication des lieux qui acceptent Apple Pay. C'est ça. Ça, c'est plutôt malin et c'est de bon compte, on va dire. Ouais. Juste après ça, ils ont attaqué avec News. Alors, News, c'est un peu, on l'avait dit aussi, le Flipboard de Apple, en quelque sorte, non ? Oui, enfin, je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Non, mais je le cite simplement. Honnêtement, oui. Moi, je veux. Oui, tu veux. Moi, j'en étais à la saturation là sur leur nouvelle appli News. Je me dis c'est possible. Parce que là tu es sur des services qui existaient avant, la suggestion de news. Ils disent ok, c'est magnifique, on a je sais plus combien de millions de termes qu'on analyse automatiquement. Et même que dans les articles on te met des vidéos. Tout ça était considéré comme des super news et quand tu voyais le design en plus, le look de cette application c'est très bizarre, pas totalement fini. Ouais. Quand elle recherchait des termes, t'avais juste une grosse liste qui ressemblait à un combo sur tout ton écran. Je trouvais ça immonde. Donc là, pour moi, ça correspondait pas. Sauf quand t'arrives sur le layout des articles, au standard d'Apple. L'appli, elle a pas l'air finie. Ouais. Enfin, donc c'est qu'il y avait des choses à dire. Voilà. La preuve qu'il y avait des choses à dire. Moi, je préfère Flipboard. Je préférais ne pas le dire, quoi. Voilà, mais quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Là, en l'occurrence, ça n'a pas convaincu. De notre côté, la dame très charmante qui nous a présenté ça, une espèce de bibliothécaire. Donc voilà, t'avais un truc à rajouter, David, peut-être? Non, juste de nouveau des grosses associations, puisque le New York Times fait partie du projet, ESPN, donc qui est ça, on l'a entendu, ESPN. Voilà. C'est le partenaire de choix, je veux dire. Mais donc, voilà, il y a un moment où il faut quand même être attentif. À partir du moment où des gros comptes s'associent comme ça, ils parviennent à imposer régulièrement. C'est de l'intégrer directement dans iOS. Donc pour monsieur et madame tout le monde qui a jamais entendu parler de Flipboard, c'est une grave erreur. Mais en même temps, ça concerne un paquet de monde et ces gens vont trouver ça révolutionnaire et très joli. Oui, peut-être. Voilà, parce que c'est Flipboard, c'est exactement le même design que ce que Flipboard abordait il y a de ça, je sais pas moi, 2 ans, quoi. Moi, je pense qu'en termes de communication, on ne va pas être les seuls à faire l'association entre cette idée-là et Flipboard et que ça va faire une super pub pour Flipboard. En tout cas, c'est ce que je souhaite personnellement. Allez, on attaque le multitasking. Tiens, ben voilà, il fallait le dire. C'est donc, on l'avait déjà abordé un petit peu avec OS X et David là tantôt avec les fenêtres qui viennent se juxtaposer l'une à côté de l'autre. Ça existe aussi maintenant pour les tablettes, mais uniquement pour les iPads. Oui, uniquement sur les iPads, et alors tu casses déjà le truc. Ça, c'était la fin de l'annonce où malheureusement ça a tout cassé. C'est malheureusement à partir des iPad Air 2. Pour les autres, tu peux un peu te brosser, quoi. Ouais. Donc t'as intérêt à acheter la toute dernière tablette, sinon Tintin. Mais je comprends pas parce que les anciennes sont quand même pas si merdiques que ça d'un point de vue performance. Il y a moyen d'afficher 2 fenêtres. Mais non, 2 fenêtres, ce n'est pas possible. C'est con parce que le truc est génial. Alors, je parle pas du nouveau changement de tâche où effectivement maintenant t'as des super nouvelles vues qui, c'est vrai que c'est un peu plus joli. Bon, admettons, ça c'est amélioré. Mais le fait de pouvoir avoir un bout d'application comme si elle était en mode comme sur un iPhone, sur la droite de ton écran, et pendant ce temps-là, tu as l'autre application sur la gauche. Exemple, pour qu'on comprenne, pour ceux qui n'ont pas vu la keynote, vous avez Facebook Messenger, vous êtes en train de papoter avec votre meilleur ami, et pendant ce temps-là, vous êtes sur Safari en train de naviguer. C'est top. Vous pouvez mettre l'application Note, vous pouvez utiliser, faire du picture-in-picture, donc vous regardez une vidéo de SPN, évidemment, parce qu'il n'y a que ça dans les partenariats cette fois-ci. Je suis mauvais, mais vous pouvez aller prendre cette vidéo et regarder cette vidéo pendant que vous allez dans les autres applications, la resizer, la déplacer, etc. Donc franchement, c'est quelque chose qui est une révolution pour iOS.
parce que c'était vraiment pas du tout prévu avant sur cet iPad et que ça lui manquait cruellement. Pouvoir faire, en plus vous pouvez resizer vos applications, faire pas du drag and drop, mais vous êtes en train de discuter, vous cliquez sur le lien et vous voyez directement dans Safari, hein. Donc ça paraît stupide, mais c'était pas possible jusque là. Donc pour moi ça c'est le point qui me ferait passer à iOS 9, sauf que comme j'ai pas d'iPad Air 2, je vais peut-être pas le faire. David, ça se lit en faux. Non, tu vas quand même le faire parce que, excepté pour la lecture de vidéo qui est réservée à l'iPad Air 2, les autres nouveautés, donc le multiscreen entre guillemets, est disponible pour les iPad Air, les iPad Mini 2 et Mini 3, donc et tout ce qui est plus récent. Donc non, voilà, il n'y a pas que le R2. Le R2, c'est uniquement pour la partie vidéo que ce sera. Non, dans l'article que je vois, le split view ne fonctionne que sur iPad Air 2. Non. C'était clairement communiqué. Ce sera iPad Air, R2. À vérifier. On vérifiera de toute façon. De toute façon, je tiens à le préciser ici aussi, c'est qu'il y a certaines annonces, on les survole peut-être nous-mêmes ici parce que voilà, il est tard et cette keynote était vraiment trop longue. Il y a des points sur lesquels on reviendra dans les prochains épisodes des Technos. Suivi l'actualité avec nous de semaine en semaine, il y aura certainement des informations qui remonteront à la surface et des analyses un petit peu plus poussées, plus pointues. On se trompe peut-être aussi, on a peut-être mal compris certaines choses, ou trop bien, ça dépend, c'est à voir. On passe à la suite si vous le voulez bien. Alors il y avait quand même une information importante pour les développeurs et pour ceux qui manipulent beaucoup les iPads. Un petit instant Sébastien, c'est que la iOS 9 ne nécessiterait plus que 1,8 giga pour être installé en comparaison avec iOS 8 qui nécessitait 4,6 gigaoctets. C'est quand même important de le savoir ça, Sébastien. Ah non, ils disent, tu vois, les sources diffèrent. Hein. Moi j'ai 1 giga 8. Il parle de 1 giga 3. Ouais. J'ai plutôt un souvenir de 1 giga 3 dans j'ai peut-être tapé un peu vite. Mais soit c'est beaucoup moins quand même que les 4,6. On l'avait bien critiqué. Voilà, exactement. Et non, il y a deux grosses autres nouveautés qui sont vraiment pour moi de très bonnes nouvelles sur iOS, parce qu'on ne faut pas croire que je ne fais que critiquer les annonces aujourd'hui. C'est que iOS 9 est prévu sur iPad 2. Donc à partir de l'iPad 2, il y a juste l'iPad premier du nom qui est exclu, donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Et de deux, le Swift qui est le langage de programmation que Apple essaye d'imposer pour tout son écosystème passe en Swift 2 et en passant en Swift 2 devient open source. Exactement. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, tout à fait. À voir ce qui va en devenir, mais ce genre d'initiative est quand même toujours à saluer parce que c'était très applaudi pendant, on va dire, ça a rallongé d'autant la présentation, mais ça a bien applaudi debout, etc. Enfin, comme dans l'excès, comme d'habitude. Je voyais David s'agiter. Il faut clôturer les rayons des bonnes nouvelles, parce qu'il n'y en a quand même pas eu 1000. Le mode low battery, low power, qui permet quand même aussi d'augmenter l'autonomie, donc ça existe effectivement sous Android depuis longtemps, mais ça intégrera aussi à iOS 9, et donc ils annoncent quand même 3 heures d'autonomie supplémentaire en low power. Ils ont peu communiqué sur ce qui allait être limité au niveau puissance, et donc grâce à Metal, ils devraient pouvoir améliorer les autonomies d'1 heure sur un iPhone. Donc c'est pas, voilà, on sait que c'est souvent une critique qui est faite aux iPhones, c'est qu'on tient pas une journée. Ce sera toujours 1 heure de plus, même si on n'arrivera toujours pas à la journée. Alors ce qui a été survolé, ça, je trouve que ça quand même très dommage par rapport à un monde de développeurs, parce que dans la salle il y avait quasiment que des développeurs et de la presse évidemment. C'est que tout ce qui est kit, donc GameKit, Replay, Sun, enfin tous ces machins là ont été survolés, mais d'un coup de revers de main, bizarrement. Non. Ça a été 4 secondes, tu sais même pas ce que ça fait. Voilà, exactement. Tu devines t'as un très beau slide que tu vas pouvoir enregistrer les trucs et les rejouer, mais c'est pas très sûr. Le reste, ils avaient pas eu le temps de finir les slides pour ça. Il y avait juste un petit passage par rapport à, et ça va t'intéresser Sébastien au premier plan, c'est la version embarquée pour les voitures, dont j'ai oublié le nom, c'est Apple Car, c'est ça, CarPlay, qui va permettre dorénavant d'aller trouver des informations sous le capot, c'est-à-dire au BD quoi. Ça va se connecter au moteur, et donc, mais là il va falloir tout changer. Il faut changer le hardware, etc. Mais c'est une option qui va être proposée aux fabricants de voitures. Oui, alors c'était pas très clair honnêtement ce qu'il a raconté là-dessus. J'attends de voir le décodage et le replay du truc. Oui.
Bon, je suis mitigé, hein, parce que l'interface qu'ils montraient sur CarPlay... Non, ça, après, je trouve ça se discute, évidemment. Ouais, ça se discute, mais j'ai encore l'impression d'être sur un iOS presque premier du nom. Ouais. Effectivement. Donc, pour conclure tout ça, même si, on l'a dit, il y a différentes applications qui ne seront possibles que sur certains iPads, eux, ils nous le promettent pour toute cette liste-là d'appareils, donc de l'iPad 2 jusqu'à c'est une bonne nouvelle, voilà, c'est iOS 9, c'est pour tous ces appareils-là. Ben voilà, c'est effectivement une bonne nouvelle, une bêta publique pour le mois de juillet, je pense, et à l'automne, la version finale devrait nous arriver, si je ne me trompe pas. Si je dis une bêtise, vous me le dites. Hein. Non, c'est correct. Troisième partie de la keynote, c'est WatchOS. WatchOS 2, qui peut en parler? Bah là, ouais, moi j'étais au téléphone avec David pendant cette partie-là, j'en pouvais plus. Ah non, là je vais devoir me moquer. Écoute, WatchOS 2 est une énorme révolution parce qu'à partir de WatchOS 2, on va pouvoir avoir des applications natives sur sa montre. Voilà. J'ai presque envie de m'étrangler en me disant merde, ils ont osé vendre une montre. Alors on l'a su, hein, on l'a critiqué au moment où ils l'ont lancé. Ils ont osé lancer une montre qui ne permettait pas d'avoir des applications natives. Et il a fallu 3-4 mois pour terminer l'OS pour pouvoir le dire putain, ça y est, c'est une révolution. On l'a terminé. Et ils ont appelé, et je vous le donne en mille, ils ont appelé ça comment? Complication. Oui. C'est encore autre chose, effectivement. C'est quoi justement Complication? Je vais juste finir pour expliquer ce que c'était la différence pour le natif ici. C'est que maintenant, vous pouvez avoir votre application qui a un code qui tourne sur la montre de manière indépendante du téléphone et qui envoie des modifs sur la montre, sur l'affichage. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était affichage venait du téléphone, pas de montre. C'est ça, ce qui n'est pas le cas sur une Android, toutes les Android depuis la première. Enfin, ça dépend lesquelles. Hein. Si tu prends les premières smartwatches de Sony, elles avaient besoin du téléphone pour afficher des trucs. Hein. Mais ça fait... ça fait un paquet de temps, effectivement. Ça fait plus qu'un an. Hein. Oui, ça c'est clair. Alors, les complications, c'est magnifique. Maintenant, vous avez le droit, en tant que développeur, de pouvoir créer un genre de widget qu'on peut rajouter sur les cadrans de montre. C'est ça. Chouette. Ouais, ok, chouette. Ça existe depuis, je vais pas dire la nuit des temps, mais ok, on peut mettre enfin que ta bagnole, ta batterie, elle va mourir. Et c'est ça, ils ont bien passé le branding avec Volkswagen. Là, on a passé le truc. J'étais l'impression d'avoir vraiment du product placement du début à la fin. Ils font ça de plus en plus. Ouais, mais c'était un peu exagéré. Et donc, voilà, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire. Et effectivement, le nom Complication pour un widget, au lieu de l'appeler un widget, parce que tout le monde appelle ça un widget. Hein, ils ont compliqué, voilà. C'est tout le nom. Voilà. Et ça suit dans les nouveautés qui sont lamentables au niveau de l'Apple Watch, hein, parce que c'était là une nouveauté. Quand tu poses ton Apple Watch pour la recharger, maintenant, elle s'allume et elle affiche l'heure. Et elle change le son aussi. Et le son des sonneries change aussi. Et elle affiche l'heure. Et tu peux utiliser les deux boutons pour ton réveil. Ouais. C'est super. Ils ont annoncé d'autres trucs aussi. J'ai un peu suivi de loin. Je vais repasser la parole à David dans un instant. Mais ce qui était intéressant peut-être pour les développeurs, c'était de savoir que par exemple, c'était pas le cas auparavant, les kits de développement vont donner accès à différents éléments, comme par exemple l'accéléromètre et des choses ainsi. Ça existe ailleurs aussi, hein, je suis d'accord. C'est des annonces. Non, comment tu peux imaginer avoir sorti une montre, j'avais même pas compris ça au début, et de donner un kit aux développeurs où ils n'ont pas accès à l'accéléromètre, ils n'ont pas accès au volume, ils n'ont pas accès aux petits boutons, ils n'ont pas accès à la caméra, ils n'ont pas accès au micro. À rien. Donc, ils avaient accès à rien, je sais pas, à mon avis juste à l'affichage, et puis à un moment on te dit, oui, ça y est, maintenant qu'on a une montre, on te donne accès aux 2-3 périphériques. On est d'accord. C'était la base, les gars. Allez, j'avais dit que je donnais la parole à David. Vous battez pas. Voilà, parce que Seb, il est fâché. Et moi, j'ai quand même regardé un peu plus en vitesse parce qu'effectivement, il y a tout un moment, on était en ligne ensemble, Marc. Oui. Donc voilà, il y a dans les bonnes nouvelles, et dans les vraies bonnes nouvelles, c'est qu'on peut répondre enfin aux mails, puisqu'il faut quand même pas oublier que ça reste un écran déporté au départ d'un iPhone. Ça a été reprécisé lors de la keynote. L'Apple Watch n'est toujours pas un produit indépendant et n'est pas prévu pour devenir un produit
produits indépendants. Donc, mais par contre, ils ont quand même ouvert vachement les vannes. On peut répondre. Donc, on n'est plus juste notifié d'un mail. On peut répondre par 2 systèmes relativement intelligents qui sont des réponses autoprogrammées. On connaît ça avec les SMS depuis longtemps, mais on saura le faire directement à partir de la montre. Je suis pas disponible pour le moment. Je te réponds un peu plus tard ou des choses comme ça. Ou par un FaceTime audio. Donc voilà, il y a quand même... Moi, je trouve qu'il y a pas mal d'évolutions. Maintenant, effectivement, est-ce que le produit était suffisamment abouti pour être lancé ? On n'est pas non plus 5 ans après le lancement du produit. On est quelques semaines après la disponibilité réelle du produit. Voilà, ils jouent un peu sur l'effet d'annonce en disant « Ah ouais, c'est une révolution, c'est un 2.0. » Oui, il force un peu le trait, quoi. C'est une version... Enfin, je veux dire, les gens qui ont une Apple Watch, ils sont quoi ? Ils sont quelques-uns. En Belgique, c'est toujours pas officiellement disponible. Donc, il y a un moment où voilà quoi. Donc, ils en sont au tout début. Ils ont un bon produit. Il faut quand même pas non plus aller contre ça. Ils ont montré quelques manières de gérer la connectivité, le côté un peu domotique de manière intelligente. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la partie effectivement qui était faite avec Volkswagen, mais où on pouvait lancer le moteur à distance, mettre le préchauffage à partir de sa montre. Je trouve qu'on aura plus naturel à le faire au niveau d'une montre que de le faire au niveau d'un smartphone. Je trouve pas ça débile. S'il faut commencer à la conduire comme le faisait James Bond, il vaut mieux un smartphone. Oui, ça d'accord. Mais je veux dire, voilà, si c'est juste pour la préchauffer, je crois que c'est parce que tout le monde se voit en été pour le moment, mais en hiver, je pense que ça va plaire à pas mal de gens de pouvoir, à partir de leur montre, démarrer et mettre le chauffage dans leur bagnole, quoi. Ouais. Je trouve pas ça con, moi. Et on est pour moi encore au tout début. Bon, c'est encore un mot là-dessus et puis on passe à autre chose. Une application qui fait un appel REST à un serveur et c'est disponible sur d'autres marques non électriques allemandes qui commencent par B qui terminent par MW. Mais voilà. mais les applications de cette marque allemande sont vraiment, s'ils nous écoutent, des merdes sur Android, les gars. C'est impossible. Voilà. Donc il faut faire avancer le schmilblick comme nous allons faire avancer ce hors-série, si tu veux bien. Non, bien sûr. Je trouve juste dommage, moi, qu'effectivement, ils aient un produit qui n'était pas totalement fini, mais je voudrais juste terminer. Je dis pas que le produit est mauvais, le produit est certainement très bon. Je trouve c'est dommage et c'est pas l'habitude de la marque de nous sortir quelque chose et de 3 mois après de sortir vite toutes les updates pour dire voilà tous les trucs qu'on n'avait pas encore pu terminer mais qu'on a dû faire parce que on était en retard sur le marché. Ouais, je pense que c'est un peu l'impression que ça me donne. Même si le produit est certainement bon et qu'il va mûrir dans les prochains mois et qu'on va avoir de bonnes applications, je suis très content d'avoir la concurrence Google et ici l'Apple Watch pour faire évoluer parce qu'on a grâce à ça on a eu des fonctions sur les Android. Oui. Mais voilà, je suis pas. On est bien d'accord. Je suis pas sur le cul. Ok, parfait. Ah oui, il y a un truc très important aussi qu'ils ont vraiment détaillé en long et en large. Je suis étonné qu'on n'ait pas une démo. C'est que maintenant sur le petit truc, je sais plus comment ça s'appelle cette fonction qui te permet de dessiner quelque chose quand t'envoies à ton ami. Oui. Et ben maintenant, tu peux le faire en plusieurs couleurs. Oui, c'est quand même très très particulier. Effectivement, il y a matière à se moquer. Il faut le reconnaître. Bon, conclusion. Pas vraiment conclusion parce que on renoue avec la tradition. Au moins à ce niveau-là, c'est le fameux One More Thing. Il y a eu un truc en plus, évidemment, mais on l'avait su juste avant, puisque le communiqué de presse est parti avant la keynote. Donc, ça c'est quand même un truc qui est fait. De quoi s'agissait-il, David ? Apple Music. Donc Apple Music, c'est le donc on s'est tapé effectivement toutes les vidéos, ça c'était le côté un petit peu boring et embêtant. Mais par contre le produit Apple Music, ça c'est effectivement le côté bonne nouvelle. Une fois qu'on a passé toutes leurs explications un peu pénibles, c'est un concurrent de Spotify. On va pas se mentir. Donc c'est un service de streaming musical payant. 10 € par mois, 15 € pour une famille jusqu'à 6 membres. Et donc déjà là, je trouve que dans leur tarification, ils ont été loin d'être bêtes. Parce que y a pas mal de familles avec les enfants, les parents, où on n'écoute pas du tout le même style de musique. Et voilà, 15 € par mois pour que chacun ait son environnement. C'est loin d'être bête. C'est une application qui va être disponible dans sur tous les écosystèmes. Donc Android, enfin en tout cas, non, je vais être plus précis. Android, iOS, macOS et Windows. Et ça, c'est l'application, en fait, elle s'appelle pas Apple Music, elle s'appelle Beats One. Voilà.
Donc c'est la marque Beats qui est mise en avant. C'est la marque Beats qui revient. Et donc, l'objectif, le principe d'Apple Music, c'est effectivement d'avoir, et donc de l'écosystème, c'est de proposer vraiment 3 piliers, entre guillemets. Donc, un premier pilier qui est un service de streaming, un deuxième pilier qui va être une radio, donc une radio comme vous connaissez les radios, mais online, et un troisième pilier qui est une source d'information et de recommandations de musique. Donc, on va avoir la participation des artistes. Vous attendez pas à ce que ce soit l'artiste lui-même qui complète le tout, mais voilà, d'un truc un peu plus exclusif. Ils veulent réhumaniser un petit peu la musique et la relation qu'on peut avoir avec les artistes. Alors, c'est très ambitieux. Enfin, moi, je trouve ça très, très ambitieux parce que y a beaucoup de services autres qui ont essayé et qui se sont cassés les dents, mais fortement. Et peut-être qu'Apple a les moyens financiers. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au niveau réserve bancaire, ils ont ce qu'il faut, les accords contractuels, que pour pouvoir réussir là où d'autres plus jeunes startups ont eu du mal, quoi. Oui. Et apparemment, ce qui est plutôt séduisant aussi par rapport moi je m'intéresse aussi aux petits artistes, pas qu'aux gros qu'on voit tout le temps. Même les petits artistes auront accès à la plateforme, manifestement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Faut voir après comment ils seront mis en avant. On sait que c'est pas toujours évident dans les outils Apple d'être mis en avant. On en sait quelque chose. Voilà. Sébastien avait une méchanceté à dire, sûrement. Oui, c'est Passepartout qui va être content. Pourquoi ? Bah, tu dis les petits artistes. Oh, qui malade. Sinon, oui, j'ai qu'une chose à dire là-dessus. Mimimati aussi. On est vraiment mauvais. On va se faire lyncher dans les commentaires. Oh, sûrement. Sûrement. Mais on apprécie. Allez-y, lâchez-vous. Oui. Moi, j'ai quand même juste l'impression d'avoir découvert un truc assez génial, la machine à remonter le temps. Oui, parce que c'est la machine à remonter le temps Apple. Moi, ça commence par un mail et je vous laisse terminer la suite. Hein. Il y a un aspect, effectivement, sur la manière d'expliquer les choses, un truc qui ressemble énormément à MySpace. On est tout à fait d'accord avec ça. Moi, ce qui m'a séduit, comme ça, parce qu'on va pas le faire aussi long que la keynote, parce que là, on va vraiment avoir des sales commentaires. Moi, ce qui m'a séduit au premier plan, c'est le petit supplément d'âme qui rajoutait à cette playlist qu'on nous joue sur les Deezer, les Spotify ou autres. Le petit supplément d'âme, c'est quoi ? C'est des gens qui vont venir donner de l'information, qui vont faire un petit commentaire, des voix qui nous parlent, quoi. Alors là, pour l'instant, c'est en anglais. On espère que ça va partir dans d'autres langages. On l'imagine à terme. Il faut voir comment va fonctionner cet écosystème, hein, comment ça va se construire, quels vont être nos droits, nous qui publions du contenu, comment va-t-on pouvoir aller proposer du contenu sur ce type de plateforme. Tout ça est assez ambitieux, comme le disait David, en tout cas séduisant, ça donne envie, quoi. On se dit, tiens, là, il y a peut-être un nouveau truc à faire, ça va peut-être relancer la machine. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, quels sont... J'adore parce que tu dis tout de suite, toi, quel est ton droit d'aller publier quelque chose là-dessus. C'est ce qu'ils disent. Et qu'est-ce que tu y gagnes d'aller publier quelque chose là-dessus en tant que fournisseur de contenu ? Ça, c'est exactement la même chose que d'être sur iTunes, mon grand. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Ou sur YouTube. Ici, tu vas plus loin que ça parce que tu ne publies pas qu'une vidéo. Tu peux rajouter apparemment tout ce qui est photo, contenu, texte, etc. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu y gagnes d'aller mais c'est justement ça que j'attends de voir. C'est justement ça qu'il va falloir voir comment ça va se passer. Moi, je reste circonspect. Je reste à distance, mais je trouve ça plutôt intéressant. Il faut garder un œil dessus et pas tout de suite casser ou critiquer. Non, mais le service va être probablement assez intéressant et il était temps de sortir un peu dépoussiéré ce que iTunes te proposait au niveau musique, parce que c'était quand même un petit peu poussiéreux le truc. La plateforme est vieille, iTunes. D'ailleurs, c'est même pas un truc Apple, iTunes au départ, c'est un truc qu'ils ont acheté au tout début parce qu'ils avaient besoin de quelque chose rapidement pour nourrir les iPods. Voilà, et puis 100 milliards de téléchargements, blablabla, donc ils sont très contents là-dessus. Mais le truc est poussiéreux et tant mieux si la plateforme permet d'apporter quelque chose de nouveau là-dessus. C'est à voir suivant comment les artistes vont se jeter là-dessus. Parce que MySpace avait son succès avec quelques artistes, hein, c'est juste qu'ils ont, après quelques années, ils se sont fait bouffer, ils sont tous partis sur Facebook. Non, il y a eu ça, et il y a eu la frilosité aussi de l'industrie du disque qui a voulu se retirer de toutes les plateformes numériques qui existaient à ce moment-là, suite à tous les procès qu'ils ont enquillés les uns derrière les autres. Ça, on va pas revenir sur cette histoire-là, parce qu'on commence à faire long, hein, les gars. Je laisse encore la parole à David.
Ben, moi, je trouve ça bien. Voilà, merci Voilà. David. Mais non, mais il y a un moment où voilà, on peut râler, dire que c'était long. C'est vrai que c'était pas le meilleur des keynotes. Non, ça- Je pense que Steve Jobs manque de plus en plus. non, aux oui, appellatifs Steve Jobs, lui, il manque de ça. tout pour l'instant. Voilà, et c'est clair qu'il ne reviendra plus. Maintenant, voilà, pour clôturer C'est peu probable. sur Apple Music, c'est offert pendant 3 mois. Ça nous permettra à tous de nous faire une opinion. Exactement. Et moi, je pense que ça va être successful et que malheureusement, ça va mettre à mal une autre société qui fait un petit peu la même chose dans le streaming payant de musique sans publicité. On aura certainement, oui, encore un mot, juste. Ouais, moi j'ai juste une question pour vous qui avez aussi regardé les autres annonces, Google I.O., etc. Il y a un truc qui m'embête particulièrement chez Apple comme chez Samsung, c'est cette obligation qu'ils ont pendant toute leur conférence de moquer leurs concurrents. Oui, Et c'est j'ai nouveau pas chez l'impression- Apple. Oui. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir ça chez Google. Google, pour moi, a plus de respect dans ses présentations. Ils Effectivement. sortent pas les chiffres par rapport aux autres en disant nous on a imposé iOS 8 à 80% en 6 mois et les autres ils sont toujours à Android 5 à C'était le 8% cas. après. Oui, c'était le cas aussi pour OS X. Voilà, on a imposé Yosemite à 55%, seulement 7% pour Windows 8.1. Oui, pareil sur la c'est un peu musique. malsain. Pareil sur la musique, ils ont démoli les algorithmes des autres plateformes. Je comprends pas ce que ça leur apporte s'ils apportent des produits qui sont réellement révolutionnaires. On doit se satisfaire des révolutions et pas d'essayer d'écraser les autres en disant en plus il est nul. Oui, mais c'est assez récent. Hein, ça n'existait pas du tout à l'époque de Steve Jobs. C'est ce qui fait le gros changement depuis le décès de Steve Jobs, c'est que il avait le charisme aussi, hein, donc le gars était très respecté en tant que présentateur même. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas en lisant entre les lignes, en écoutant entre les lignes. Il y avait des petits tacles qui étaient bien sentis, mais c'était plus propre, c'était plus fin, je veux dire. Ici, c'est vraiment des grosses annonces. Maintenant, voilà, depuis le premier jour, on l'a dit très clairement que que Steve Jobs était le présentateur Apple. Enfin, il faut quand même pas oublier que Tim Cook, il en a quand même chié sur ces 2-3 premiers keynotes pour arriver à tenir la route, quoi. Hein. Effectivement. Bon, je pense qu'on va conclure là. On avait dit qu'on résumait, qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. On a tenu 40 minutes, hein, c'est très très bien. Pour une keynote, enfin un keynote, c'est un mal cette fois-ci, qui a duré plus de 2 heures, je trouve que ça va. On aura certainement l'occasion de revenir avec des détails. N'hésitez pas à commenter, on essaiera d'y répondre. Peut-être pas tout de suite, mais on essaiera de répondre à vos questions, vos remarques éventuellement. Vous êtes les bienvenus. Merci David pour cette soirée. La prochaine fois, on prendra à manger. Oui. Merci Seb. À très bientôt et on se retrouve bien vite évidemment. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.